Je voudrais moi simplement introduire, avant de passer la parole à Arnaud, vous avez eu, je pense, la façon dont va se passer l'atelier. Donc en deux temps. Premier temps, la présentation des éléments du diagnostic. En quoi le néo-artisanat crée des ponts entre les exigences écologiques et sociales. Et ensuite, une présentation des propositions, comment s'adapter aux besoins du néo-artisanat. Deux questions donc qui résument la logique de la note. On passera 3/4 d'heure environ sur chacun des points, sachant qu'on terminera à l'heure, à 5 minutes près. Chacun des points sera introduit en 3-4 minutes, pas plus, par Arnaud, président du groupe de travail. Et ensuite, la parole vous sera donnée et je donnerai la parole au fur et à mesure aux grands témoins pour qu'ils puissent eux aussi s'exprimer et donner leur point de vue sur ces sujets, ce qui sera évidemment extrêmement intéressant. Voilà, je les remercie d'ailleurs, les grands témoins, d'avoir accepté de participer à cet exercice. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Pour lancer le débat, avant que Arnaud présente en 3-4 minutes le diagnostic, je voudrais dire que ce sujet me paraît particulièrement important et particulièrement d'actualité. Important parce que on voit bien qu'une logique forte de transition écologique suppose le développement des métiers et donc des reconversions telles qu'il s'est avancé dans la note. Même si, on le verra, tout n'est pas forcément univoque sur ce sujet, mais c'est une exigence forte et qui en plus correspond à des attentes sociétales fortes. Donc, je pense personnellement que c'est un mouvement qui a commencé, mais qui est important, qui s'accentue. La deuxième chose, c'est que c'est un mouvement qui correspond, et je crois qu'on est obligé de le noter aujourd'hui, qui correspond y compris à la période d'aujourd'hui, où on le voit bien, y compris la crise sanitaire, le confinement, etc., entraîne ce type de réflexion, de changement de lieu d'habitation, de changement de métier, d'être plus proche de la nature. Et donc, je pense que ça correspond assez bien à une logique qu'une bonne partie de nos concitoyens se posent aujourd'hui. Je note, et je m'en réjouis, que la Fabrique écologique publie une note comme ça, parce que, comme vous le savez, nous essayons de faire des notes qui correspondent pas simplement aux débats classiques, aux 3 ou 4 débats classiques que constitue la transition écologique, mais aussi à des choses qui sont sans doute moins explorées, mais qui sont tout aussi importantes. Voilà, je passe la parole à Arnaud, et vous pouvez d'ores et déjà commencer si vous souhaitez intervenir. Je pense que vous avez reçu normalement la note, ainsi que le résumé de l'atelier. Donc, n'hésitez pas à préparer vos interventions, n'hésitez pas à commencer à demander des interventions pendant la présentation d'Arnaud sur la messagerie. Et je passe donc la parole à Arnaud pour la présentation du diagnostic pour, disons, 5 minutes maximum. Hein. Et merci Géraud et merci à la Fabrique écologique et donc au conseil d'administration d'avoir effectivement fait confiance sur l'actualité de ce projet. Il y a 1 an, quand nous avons démarré à peu près cette réflexion. Donc merci à la Fabrique et à Naïta aussi qui nous a accompagnés pendant tout ce parcours et à Noé. Alors, et puis également l'actualité, bien effectivement, le nombre de participants nous prouve que c'est un sujet du jour. Alors, je vais rentrer tout de suite et assez rapidement dans le sujet. J'ai bien noté qu'on n'allait pas dépasser les quelques minutes de présentation du diagnostic et je vais être aussi accompagné en fin de diagnostic par un témoin parce que finalement, rien de mieux que de montrer que sur le terrain, il se passe des choses. Et donc, Mélanie Polo sera avec moi en fin de présentation de cette première partie pour illustrer l'exemple d'une reconvertie, on va les appeler comme ça, reconvertie choisie, hein, parce que c'est un terme aussi sur lequel nous allons revenir sur ce terme de reconvertie choisie. Alors moi, je m'appelle Arnaud Trollet, donc je suis en fait le créateur de Savoir-faire et Découverte il y a une vingtaine d'années maintenant. Et nous accompagnons tous les ans par des formations via un réseau d'artisans et d'agriculteurs des citoyens qui veulent s'engager, se reconvertir dans des métiers manuels et écologiques. Donc, c'est ce qui m'a amené effectivement autour du groupe de travail avec Jean-Paul Dardet, Jean Espinot, Bernard Farinelli et puis Nicolas Fourmont, de leur proposer de réfléchir à cette question et de voir quelles sont les pistes qui permettraient de faire avancer ce mouvement en fait des reconversions choisies vers les métiers de l'artisanat local et écologique.
Alors, quelques illustrations quand même pour dire de quoi on parle, hein. Donc, c'est ce public qui veut s'engager dans ces métiers. De quel métier parle-t-on? Pour qu'on soit à peu près concret, je vais vous en citer quelques-uns qui sont bien sûr dans la note, hein. On va dire un fabricant artisanal de fromage qui achète son lait auprès des agriculteurs voisins. On va avoir un démédiste qui utilise du bois de récupération et qui va vendre auprès de la ville d'à côté. On va avoir un producteur de cosmétiques naturels qui utilise des plantes qu'il produit lui-même. Alors, voilà le type de métier sur lequel nous, on a réfléchi et qu'on accompagne d'ailleurs au quotidien via les formations. Donc, ces métiers-là, l'hypothèse était qu'ils contribuaient à faire évoluer la société vers quelque chose de plus écologique, de plus doux au niveau social, et qui avait derrière aussi une valeur économique et que chacun allait pouvoir vivre, ou en tout cas un certain nombre de personnes allaient pouvoir vivre de ces métiers. Ce sont des métiers qui sont peu gourmands en énergie fossile en majorité, qui sont assez gourmands par contre en main-d'œuvre, et ils contribuent à créer un modèle qui s'affranchit du modèle économique classique qu'on va appeler l'industrie de masse ou la grande distribution. Hein, on est dans ce secteur-là et on s'aperçoit que, et vous avez dans la note un certain nombre de chiffres qui montrent que beaucoup de citoyens aujourd'hui souhaitent, pour des raisons d'ailleurs globalement de valeur, de sens donné à leur vie, s'orienter vers des métiers qui ont plus de sens et que ces métiers-là, dont vous avez la liste d'ailleurs en annexe de la note, ces métiers-là leur donnent aujourd'hui, et les études le montrent, davantage de plaisir de vie, de plaisir de travailler et également du plaisir au niveau économique. Alors, on y reviendra tout à l'heure parce que ce n'est pas toujours facile de vivre de ces métiers-là, mais en tout cas, il y a une vie économique autour de ces métiers-là. Et on a également indiqué dans la note un certain nombre de repères insuffisants parce qu'on a manque d'études, on manque de chiffres sur le sujet. Mais on a quand même, notamment sur la filière alimentaire ou agroalimentaire, qui est la plus étudiée aujourd'hui, et Yuna pourra peut-être nous apporter quelques éclairages à ce sujet-là, des preuves, des éléments chiffrés qui montrent que ce sont des secteurs porteurs. On a cité quelques chiffres sur, par exemple, des choses qui sont très connues aujourd'hui sur les brasseries artisanales, mais on a aussi les circuits courts qui progressent de plus de 10% par an. On a des métiers de la récup qui sont en plein boom également. Donc tout ça, vous allez trouver dans la note des premiers éléments de chiffrage très incomplets pour montrer que ce sont des filières sur lesquelles il y a de l'activité économique et qu'on peut en créer. Et deuxième point qui était aussi l'objet de notre travail, c'est de dire est-ce que ces métiers-là, finalement, contribuent à finalement avoir une société, notamment l'orienter et aller vers une vraie transition écologique. Et là-dessus, on sait à la fois évidemment des choses assez évidentes quand on dit que c'est un agriculteur qui vend en local, produit en bio sur une ferme en agroécologie et vend en circuit court, on va se dire c'est bien sûr plus écologique. Mais en fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Vous verrez qu'on avait également indiqué dans cette note qu'il y avait des éléments un petit peu plus noirs là-dedans, comme par exemple les transports. Il y a sûrement des progrès à faire sur les modes de transport qui vont un peu plomber le bilan écologique, par exemple des circuits courts. Et puis, on a aussi des questions qu'on a posées, pas résolues, sur la rémunération de ces acteurs, de ces artisans qui vivent de leur métier, mais qui n'ont pas forcément un niveau de vie équivalent, évidemment, à celui qu'ils avaient auparavant quand ils étaient cadres dans une grande entreprise. Mais il y a vraiment, à travers ces secteurs que l'on cite dans la note, du potentiel de création d'activités et donc d'emplois sur de l'économie locale. Alors, quand on dit économie locale, un petit point là-dessus, un constat qu'on a fait également lors de ce travail de réflexion, c'est l'importance d'avoir, on va dire, une harmonie ou en tout cas une construction territoriale ou une animation territoriale avec ces métiers donc, locaux. Il y a une nécessité d'une organisation territoriale qui est sûrement un peu différente ou même très différente de ce qui a été conçu jusqu'à présent en filière longue. Et donc, vous trouverez également des éléments, des exemples d'ailleurs, hein, sur, par exemple, on a cité 2 ou 3 territoires à l'intérieur enfin, il y en a plein en France, hein, il y a des tas d'exemples qui existent. Dans l'Est de la France, je ne retrouve plus le nom de la ville, mais on pourra me le rappeler tout à l'heure, où des territoires, des élus ont choisi d'impulser des dynamiques dans lesquelles vont pouvoir se greffer des porteurs de projets qui vont aller faire les uns du maraîchage, des lots de la transformation, le troisième une épicerie de proximité, parce qu'on a une organisation territoriale qui a impulsé une dynamique d'économie locale.
Voilà. Et pour terminer, je pense que je ne dépasse pas les 4 ou 5 minutes, ça va Tu y es presque, tu y es presque. Donc, juste pour quelques éléments autour des manques ou des besoins qui ont été perçus à l'intérieur de cette étude, puisqu'on a interrogé un certain nombre de porteurs de projets, et vous les retrouvez dans les propositions, donc je ne m'y attarde pas. C'est notamment l'organisation territoriale, qui est souvent insuffisante pour impulser ces dynamiques, mais également des questions d'accompagnement. On y reviendra donc dans les propositions. Et puis également, je l'ai cité aussi, un manque de chiffres qui nous empêche effectivement d'aller prouver On y reviendra. On y reviendra tout à l'heure. Voilà, je laisse la parole, alors 1 à 2 minutes à Mélanie, puisqu'elle est là pour illustrer un des nombreux exemples de reconversion professionnelle. Mélanie, en quelques mots, ton parcours, en fait, hein, d'où tu viens et où est-ce que tu es aujourd'hui? Bonjour à tout le monde. Alors mon parcours remonte à loin. J'ai commencé lorsque j'ai eu 20 ans un métier qui ne m'a pas convenu. J'étais agent immobilier et les choses ont un petit peu évolué et j'ai rejoint une entreprise, une PME du bâtiment. Alors il y avait quand même une dimension écologique puisque le principe c'était de vendre des maisons à basse consommation avant même l'effet de mode, mais ça ne me convenait toujours pas. Et il y a 3 ans, j'ai décidé de tout arrêter, malgré le très bon poste que j'avais dans cette PME, pour recommencer à zéro et repartir à travailler avec un métier de mes mains. Et donc, je suis devenue chocolatière Bean to Bar. très bien, merci beaucoup. On te redonnera, je tutoie les gens qui interviennent, hein, sauf si ça choque. Non, je pense ça que va. c'est quand même plus simple. Merci. Et on te redonnera la parole sur les difficultés que tu as pu rencontrer sur ton parcours. C'est ça quand même qui est intéressant. Alors, j'ouvre le débat sur ce diagnostic. Moi, j'ai une première question, mais je vois que pour le moment, il n'y a pas d'autres questions. N'hésitez pas à faire savoir si vous souhaitez intervenir. J'ai une première question. Je voudrais peut-être que le président ou tel membre de travail s'exprime sur l'articulation néo-artisanat écologie. Parce que on fait tous de temps en temps des promenades touristiques dans notre beau pays, les uns et les autres, et on s'aperçoit qu'il y a quand même une bonne partie de l'artisanat qui est maintenant largement vendu dans les superbes villages que nous avons, et qui, d'abord une partie vient de Chine, sans qu'on le sache, et d'autre part, qui a quand même tendance à envahir un certain nombre de superbes endroits en termes de grandes galeries commerciales à ciel ouvert dans les villages. Moi, c'est la première réflexion que j'ai eue quand j'ai commencé à lire la note, et ce phénomène-là qui a tendance un peu à m'énerver. Mais plus généralement, sur cette articulation, quel est le diagnostic un peu que pose le groupe de travail? Est-ce que le néo-artisanat est toujours écolo? Alors, ça fait partie dans les… Enfin, c'est Arnaud, là, je laisserai intervenir évidemment d'autres membres ensuite, mais juste un point, dans la première ou deuxième ou troisième page de la note, il est fait mention de quoi on parle. Et effectivement, la priorité, tout ne contribue pas à la transition écologique dans l'artisanat, hein, très clairement. C'est bien d'ailleurs ce qui nous met un petit peu en difficulté pour aller communiquer avec des acteurs classiques comme les chambres des métiers. Et ça, c'est le premier point. Donc, ça veut dire aussi que quand on a un porteur de projet, et d'ailleurs dans les propositions, vous allez voir qu'il y a des éléments, un élément sur notamment la grille, on va y revenir tout à l'heure, pour que justement le porteur de projet puisse se dire, mais est-ce que je suis dans une démarche d'économie locale qui va contribuer à la transition écologique? Donc, tout ne contribue pas, mais par contre, les exemples que j'ai cités tout à l'heure, sur le fromager, le porteur de projet qui n'est pas agriculteur, qui va acheter du lait en local, bio, produit en agroécologie, qui va le vendre en fromage à proximité. Là, on est dans une démarche où l'alimentation des animaux est locale, l'agriculteur est dans une démarche écologique, les circuits sont courts, avec les remarques que j'ai faites tout à l'heure, et ensuite le consommateur, lui, s'y retrouve par la qualité des produits, également le prix en général. Donc là, on est dans quelque chose de vertueux, mais qui demande aussi un système autour de lui, un système territorial dont on pourra revenir, ou d'où Jean-Yves ou Jean-Paul pourront parler, puisqu'ils sont plus engagés sur les questions territoriales en ce qui concerne le groupe de travail. Merci beaucoup. Alors, avant de passer la parole au grand témoin, je vois Dominique Flao. Il y a eu une réaction, donc je lui passe la parole. Dominique Flao. Je crois que si elle est là. Oui, voilà. En fait, j'avais arrêté le micro. Donc, à la lecture de la note, moi, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de choses qui étaient présentes dedans,
mais qui ensuite n'étaient pas discutées et ne faisaient pas l'objet de propositions. Les propositions étant très centrées sur l'installation et le soutien des néo-artisans, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'ils puissent déployer leur activité. Or, il me semble que, compte tenu de la masse d'informations qui est dedans et des problèmes qui sont soulevés, on pourrait travailler certains aspects. Donc, j'en ai cité quelques-uns là à côté. C'est-à-dire comment est-ce qu'on règle le problème de l'artisanat et de l'autonomie des familles, parce que c'est aussi, je dirais, une thématique de l'écologie, c'est-à-dire vente ou faire, et comment on fait en sorte que les deux puissent vivre ensemble. Donc, il y a sûrement des pistes, hein. J'ai parlé de la formation, de la réparation, enfin voilà. Donc, mais il n'y a pas de proposition qui tourne autour de ça dans la note. Et le deuxième point, c'est est-ce qu'il faut vraiment se recentrer, comme le dit la note, sur cet artisanat local et écologique? Est-ce qu'on ne peut pas et rajouter la question de la réparation qui est dans la note, mais évacuée tout de suite en disant que ce n'est pas le sujet. Et même, je dirais peut-être aussi la question de la culture, c'est-à-dire que il me semble que les artistes locaux, ils peuvent aussi avoir ce même type de réflexion, c'est-à-dire comment vivre de ce qu'ils aiment dans un milieu local. Et comment trouver un modèle économique à ça. Et enfin, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé encore là tout de suite de la question de la proximité à la nature. Et moi, il me semble qu'il ne faut pas négliger l'aspect urbain. Merci. Je vais donc passer la parole à Yuna Chifolo, notre premier grand témoin, pour une première réaction sur le diagnostic posé par la note. Ok, bah merci pour cette invitation. Merci Arnaud de me mettre un peu dans votre boucle, au sens où donc moi je suis directrice de recherche à INRAE, donc recherche sur l'agriculture, l'alimentation, l'environnement. Donc je suis plus tournée vers les questions d'alimentation, mais ça ne m'empêche pas de regarder justement comment ce qui m'intéresse, et j'ai publié un ouvrage récemment sur les circuits courts alimentaires, et ce qui m'intéresse, c'est le potentiel de ces circuits pour développer une autre économie, une économie plus juste, plus écologique, plus solidaire. Réflexion que je partage avec notamment Jean-Louis Laville, vous connaissez peut-être, qui est un sociologue. Moi aussi, je suis sociologue économiste, et on s'intéresse vraiment à l'émergence, y compris même d'une économie des communs, à partir de ces circuits. Alors, j'ai été intéressée évidemment par la note. C'est un mouvement que je confirme dans ce que je peux, moi. Donc, je travaille au niveau local, mais aussi au niveau national et européen. Donc, notamment, je co-anime un réseau national autour de l'alimentation locale. Donc, c'est aussi un mouvement qu'on confirme. Donc, déjà, c'est un point important du diagnostic. Pour autant, donc, je rejoins la remarque qui a été faite tout au début. Donc, attention quand même à ne pas le décrédibiliser en le rendant trop vite vertueux. Au sens où il y a des choses qui ne sont pas encore… alors, on a pas mal progressé sur l'analyse, sur l'évaluation de la durabilité des circuits courts. Et on voit aussi leurs faiblesses à certains niveaux. Mais aussi, voilà, donc ce lien, il n'est pas évident, y compris quand un transformateur local transforme des produits locaux. Ce n'est pas pour autant qu'on est vertueux. Par exemple, je vous donne simplement un exemple, on utilise souvent dans ces filières-là du verre. Or, le verre, s'il n'est pas recyclé, c'est très impactant sur l'environnement, alors que consigné, ça devient très vertueux. Donc, s'il n'y a pas de consigne autour, au contraire, il vaut mieux faire du Tetra Pak du point de vue de l'écologie. Voilà, donc c'est tout un ensemble de points comme ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter là, mais ça veut dire que justement, ce néo-artisanat, pour qu'il soit écologique, en effet, ça veut dire aussi un bouquet de services au niveau des territoires et avec des filières qui se confortent mutuellement et qui s'entraînent mutuellement dans l'écologie. Et certains territoires ont pris la mesure et donc sont en train justement de mettre en place l'organisation de la consigne. Et on voit bien le lien entre des parcours individuels et les organisations sociales territoriales
pour que ça devienne écologique. Après, voilà, sur certains points, justement, du diagnostic, bon, je vous donnerai un peu des éléments de détail hein, sur notamment les circuits courts alimentaires, c'est plutôt 10% en 2013 que 7%. Et 2013, c'est plutôt la préhistoire des circuits courts au sens où ils n'étaient pas encore très numérisés. Et donc là, on a pas mal de choses qui changent la donne. Voilà, donc il y a un certain nombre de points. Les PAT, malheureusement, ne sont pas plus reconnaissants des artisans que d'autres, là, et on le regrette. Donc, il y a un certain point quand même qui sont à nuancer pour qu'on puisse être plus près. Et puis, l'étude d'utopie, qui est plutôt n'importe quoi. Donc, c'est pareil, il faut éviter de… Enfin, je ne sais pas à qui cette note, finalement, à qui cette note est destinée. Si vous voulez aussi en faire un plaidoyer, enfin, je ne sais pas après quelles orientations vous souhaitez avoir, mais peut-être enlever un certain nombre de références qui peuvent décrédibiliser votre propos en général. Mais ça, on pourra revoir ça ensemble. Avec donc en point de diagnostic, ce qui m'a semblé manquer, c'est qu'en effet, ces parcours-là sont souvent invisibles et non reconnus, mais c'est pas uniquement la faute de l'économie mondiale, mais aussi de groupes professionnels qui reconnaissent peu les gens différents. C'est pareil dans l'agriculture, où on a une faible reconnaissance des gens qui sont plus réactifs ou qui s'installent progressivement après d'autres métiers. C'est pareil dans l'artisanat, donc c'est aussi à renvoyer vers les chambres des métiers qui ne savent pas forcément reconnaître des parcours différents, mais qui posent évidemment, eux vont vous répondre sauf qu'eux vont défendre aussi des statuts spécifiques. Donc, ça mériterait dans le diagnostic de savoir un peu quels sont les statuts de ces personnes, parce que ça peut être une des sources du problème. Notamment, est-ce qu'on est sur des auto-entrepreneurs ou est-ce qu'on est sur des gens qui… Voilà, comment ça se passe? C'est quoi les statuts? Est-ce que c'est des gens qui sont… qui à un moment prennent contact avec les CMA et de quelle façon ou pas avec… parce que ça peut être un point important. Après, au niveau du diagnostic, en effet, je pense que… j'ai bien vu, et c'est pas… Dans les circuits courts, en fait, ce qu'on remarque en général, c'est que les revenus sont très hétérogènes. On peut très bien gagner sa vie en circuit court ou on peut au contraire avoir des revenus négatifs. Et du coup, voilà, ça demande, en tout cas, le fait qu'on ne gagne pas bien sa vie, ça doit poser question et on doit travailler, ça veut dire réfléchir plus spécifiquement au modèle économique pour qu'on, même si on ne retouche pas son salaire de cadre, parce que c'est ça qui serait la norme ou la référence, mais clairement, on a quand même des gens qui gagnent très peu et ça doit toujours nous questionner. Ça veut dire réfléchir aussi dans une perspective de, pourquoi pas justement dans un lien fort à l'écologie, aussi de reconnaissance des services écosystémiques qui sont proposés, y compris par ces néo-artisans, dans une perspective aussi de paiement de services écosystémiques dont on discute déjà vis-à-vis de l'agriculture, mais qu'on pourrait justement étendre dans une réflexion économique, mais aussi politique, autant nationalement au niveau européen qu'au niveau local. Mais bon, voilà, ça fait le lien un peu avec les propositions. Bref, en tout cas… Merci beaucoup. Oui, pardon, je vous ai interrompu, excusez-moi. Et puis, donc sur le diagnostic aussi, je pense que ça vaut le coup de réfléchir à toutes les formes collectives. Je suis d'accord avec cet enjeu de collectif, mais là aussi, peut-être de voir déjà dans quel type de collectif ces néo-artisans sont. Ce qui est pointé, c'est les coopératives, alors notamment avec l'exemple Ferme Figeac, qui est d'ailleurs pas récent. Mais il y a un certain nombre aussi d'autres collectifs qui peuvent être porteurs ou pas. Et je pense que le diagnostic notamment si on veut en faire une proposition ensuite, ça vaut le coup d'explorer un peu davantage les types de collectifs dans lesquels ces artisans peuvent trouver des ressources. Merci. Je pense que toutes ces indications seront utiles d'une manière ou d'une autre au groupe de travail à Arnaud Trollet. Donc, n'hésitez pas, après la réunion, de prendre contact avec pour corriger ce qui doit l'être ou améliorer ce qui doit l'être. Est-ce que Jean-Laurent Casselli est là, notre deuxième grand témoin? Je suis là. Je suis là. Très bien. Donc, la règle, c'est vraiment 2 minutes, 2-3 minutes. Oui. Première réaction sur le diagnostic.
Et ensuite, je donnerai la parole à Laura Vanuet. Alors, je ne vais pas vous faire un commentaire de texte, une critique de la note. Je vais plutôt essayer de mettre en perspective ce que j'en ai compris et lu avec mes propres travaux. Alors, moi, je suis journaliste et je travaille depuis plusieurs années sur la question des reconversions professionnelles, reconversions choisies effectivement, et cela m'a amené à publier un livre en 2017 qui s'appelle La révolte des premiers de la classe. Et ce livre, pour aller vite, s'interroger sur la raison pour laquelle des Bac+5 qui avaient fait Sciences Po et HEC, qui travaillaient en open space à la Défense, voulaient tous passer des CAP de pâtissier, voilà, ou devenir microbrasseur. Je caricature à peine, mais c'était vraiment ce qui explosait autour de moi dans mon réseau, et je suis parti de ce constat pour remonter un petit peu la chaîne de la quête de sens, hein, puisque c'est l'expression consacrée, et me demander pourquoi ces gens qui étaient plutôt les gagnants du système scolaire et universitaire à la française, qui étaient intégrés professionnellement, à des niveau de salaire variable, mais en tout cas qui n'étaient pas les plus à plaindre, avaient soudainement envie de devenir artisan, d'exercer un métier manuel, ou plus généralement un métier dont ils estimaient qu'il avait du sens, parce que c'est vrai qu'on a tendance à confondre artisanal et manuel. Et moi, j'ai beaucoup tourné autour de ces questions de définition. Je crois qu'au début, vous avez évoqué les chiffres ou le manque de chiffres. Moi, je vous encouragerais à aller un peu au-delà, parce que j'ai passé un an dans cette enquête à appeler justement les CMA, les chercheurs, à essayer justement comment dire, de consolider un petit peu des définitions et d'avoir des ordres de grandeur sur ces reconversions, mais c'est très difficile, voire impossible, parce que ça dépend tellement de ce que vous allez prendre dans votre scope, en fait. Est-ce que vous décidez que les gens qui ouvrent un tiers-lieu à la campagne, comme c'est très à la mode, avec un peu de coworking, un peu d'accompagnement, peut-être un peu de vente de produits locaux, où est-ce que vous les mettez, dans quelle case, bon, etc. Bref, passons avec les questions de définition qui sont quand même importantes. C'est vrai que moi, à l'époque où j'ai travaillé sur ce sujet, une des dimensions qui m'intéressait, outre celle du passage à des métiers plutôt du tertiaire, de l'économie de la connaissance vers des métiers manuels, liés en particulier liés à la gastronomie, à la restauration. Ce qui m'intéressait, c'était aussi la dimension territoriale, c'est-à-dire qu'en fait, par rapport à la vague du retour à la Terre, j'avais l'impression de déceler une nouveauté qui était des reconversions à territoire constant, à périmètre constant. Si je reprends mon exemple, le jeune chargé d'affaires de la Défense descendait ouvrir un food truck en bas de la tour pour nourrir ses anciens collègues. Faisait par exemple, je sais pas, des burgers premium, bio, tout ce que vous voulez, ou ouvrez une petite fromagerie dans un quartier sympa en voie de gentrification. Et finalement, il avait comme clientèle et comme univers socio-économique des gens qui lui ressemblaient, et il restait en ville, en fait. Et en fait, depuis cette dimension, alors ces gens-là existent toujours, hein, il y a toujours de plus en plus, il suffit de voir la restauration, la manière dont le secteur de la restauration a évolué dans les grandes villes, notamment à Paris, où il est devenu presque l'apanage des diplômés d'écoles de commerce. Donc j'exagère évidemment, mais c'est vrai que les réseaux, les enseignes qui sont dans l'air du temps, dont les médias parlent beaucoup, sont de plus en plus des entreprises qui sont lancées par d'anciens diplômés en reconversion. Ce qui pose d'ailleurs encore la question de jusqu'où on les considère comme des néo-artisans. Est-ce que ce n'est pas juste des entrepreneurs classiques qui pivotent pour aller vers la restauration? Bref, depuis est arrivée une nouvelle dimension territoriale qui est celle d'une sorte de retour à la terre, d'exode urbain, comme on dit depuis le déconfinement, depuis l'après-confinement, l'après-saison 1 du confinement. Et c'est vrai qu'on a vu arriver cette aspiration, ou plutôt on a vu se renforcer, s'intensifier cette aspiration chez les cadres sub de l'économie de la connaissance qui travaillent en ville, puisque c'est là que leurs postes sont situés, de partir, voilà, de quitter la ville. Et avec cette idée de quitter la ville, en général, on met dans les bagages une idée plus large, une aspiration à changer de vie. Voilà. Et c'est là que la dimension territoriale vient percuter la dimension, on va dire, professionnelle. Et très souvent, ces gens-là, on va les trouver avec, alors si c'est des couples, un va garder son emploi de consultant ou de je ne sais quoi, et qui lui permettra de faire des zooms, de faire du travail à distance et de rentrer et de faire des allers-retours ponctuels avec une métropole.
Et un autre membre du couple va, par exemple, se lancer dans une économie en lien avec le territoire local, va se relocaliser quelque part. Et c'est vrai que cette dimension, elle est assez émergente. Et moi, elle m'intéresse beaucoup. C'est là qu'on arrive sur votre notion de reconversion, enfin, écologique locale. Alors, c'est un peu les mêmes métiers, hein. C'est la transformation agroalimentaire, la microbrasserie, la restauration, plus généralement l'artisanat, peut-être l'artisanat d'art. Et je remarque, et ça n'a pas vraiment changé depuis que j'ai enquêté sur les reconversions urbaines, je remarque qu'il y a quand même une dimension aussi économique qui a été soulevée par la personne qui évoquait les centres commerciaux, le Made in China. C'est qu'on est quand même sur des reconversions qui sont numériquement enfin, qui restent quand même une niche numérique et qui sont aussi, qui ouvrent des marchés qui sont eux-mêmes des marchés de niche. On l'a vu sur l'industrie textile, l'habillement, on l'a vu sur l'alimentaire, on l'a vu sur la restauration. Très souvent, le local, la relocalisation, le Made in France, va avec un certain discours en fait de mise en valeur des produits, des filières de production, discours effectivement très vertueux, très riche en dimensions historiques, culturelles. Et c'est vrai qu'on a plutôt affaire à un marché de haut de gamme. Voilà. Et c'est souvent d'ailleurs la critique qu'on fait au Made in France et à tout ce discours de relocalisation, c'est que c'est très bien pour les gens qui le font, et c'est très bien pour les gens qui le consomment, parce qu'en général, c'est meilleur et c'est vertueux. Mais il y a une question, on va dire, de généralisation du modèle de consommation alternative à voilà, un secteur plus massif, notamment y compris pour les gens qui sont sur les territoires. Parce que dans cette histoire de relocalisation, moi, je me demande aussi, par exemple, la personne qui se relocalise pour faire ses rillettes, est-ce qu'elle les vend dans les pavillons à 300 mètres autour de sa ferme, ou est-ce qu'elle les vend à Paris, quoi. Je caricature encore une fois, mais c'est un peu une question que j'ouvre pour votre discussion. Et c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je vous signale juste, je ne veux pas en profiter pour faire honteusement ma publicité, mais qu'on sort avec l'Obsoco, qui est un cabinet d'études en fait, de marché spécialisé sur la consommation, une étude sur justement ce qu'on appelait les petites marques, qui sont plutôt ce que les économistes appellent les DNVB, c'est les marques avec une dimension digitale très marquée, qui sont très présentes en ce moment, notamment dans le textile. Et qui réinvente un peu par le haut justement la fabrication des vêtements. Enfin, je vous dis juste ça, voilà, pour celles et ceux que ça peut intéresser. Et puis voilà, si vous avez d'autres questions, je suis là, voilà. Merci beaucoup. On te redonnera la parole dans la deuxième partie, bien entendu. Je vais donner la parole à Laura Vanué. Je vous rappelle que pour intervenir, n'hésitez pas. On est sur un atelier où il est très souhaitable que tout le monde intervienne, tous ceux qui le souhaitent en tout cas. Il suffit de mettre intervention demandée sur la messagerie et je vous donne la parole. Alors, je passe la parole à Laura Vanué. Oui, bonjour. Alors, moi, en fait, je suis urbaniste et ce qui m'a manqué… Est-ce que tu peux mettre ta vidéo, si c'est possible? Alors, attends, je vais ouvrir préférence. Parce que là, franchement, c'est quand même plus agréable. Oui. Bon, sinon, c'est pas grave. Mais… Non, parce qu'ils me disent d'ouvrir préférence. Vas-y, tant pis. Allez. Bref, bon, j'essaierai tout à l'heure. Mais bon, ce que je voulais, peut-être faire remarquer à la lecture de cette note et ce qui a été dit précédemment, ce que je constate, c'est que on s'intéresse à des reconversions individuelles de personnes qui sont souvent sorties d'une activité plutôt urbaine, professionnelle urbaine, et qui ont été s'installer soit en périphérie des villes ou même à la campagne, etc. Et ce que je constate, c'est qu'il y a aussi ce mouvement de néo-artisanat dans les villes, avec un développement et peut-être qui ne concerne peut-être pas les mêmes personnes, c'est-à-dire qu'il y a aussi des jeunes, des très jeunes personnes qui viennent de finir leurs études, qui veulent rester
habiter en ville et qui cherchent à installer leur activité. Bon, même si elle est néo, je ne sais pas si on peut l'appeler néo dans ce sens, parce que ça peut être aussi une première activité, qui cherche à s'installer, à rester dans les villes. Et donc, à créer, et le problème dans ce cas, c'est de trouver des espaces d'ateliers qui soient abordables et qui puissent leur permettre de faire ce choix d'une activité artisanale tout en restant habité dans les villes. Et dans cette recherche, et je parle d'un exemple très concret parce que je suis à Bruxelles et je suis à un exemple de regroupement, de mutualisation d'espaces, donc d'espaces d'ateliers, entre autres aussi soutenu par la collectivité, c'est-à-dire parce que le problème de la valeur foncière se pose effectivement, parce que si tous ces gens-là dont vous parlez ont quitté Paris ou les grandes villes pour aller installer leur activité ou leur atelier en dehors des villes, c'est bien parce qu'ils n'ont pas, ou entre autres, qui n'ont pas pu trouver à installer leur activité dans des espaces abordables dans les villes. Ils seraient peut-être restés habiter leur quartier s'ils avaient pu trouver un espace d'atelier dans leur quartier. Donc il faut. Alors, est-ce que cet exode a été contraint, ou est-ce que ça a été, est-ce que c'est au contraire quelque chose qui était recherché parce qu'on voulait changer d'espace, de mode de vie, être plus près de la nature? Ça, c'est pas. On n'a pas non plus, enfin les recherches n'ont pas encore donné, disons, une claire réponse à cette question, parce que on part du fait que s'ils sont partis, c'est que c'était voulu, etc. Mais la question se pose si, au contraire, ils auraient pu installer leur activité d'ébéniste, de menuisier, etc., de céramistes à Paris ou dans les villes ou dans le quartier où ils habitaient. Donc, et justement, je pense qu'il y a une interrogation, enfin, il y a une réflexion menée par certaines, entre autres aussi par certaines collectivités, avec cette idée de vouloir relocaliser ces activités-là dans les villes, sachant bien que le problème principal, c'est la question foncière et immobilière, vu que les espaces, ce genre d'espace, c'est très, très, très difficile à trouver, et donc qui pousse d'une certaine manière la création de collectifs qui sont très intéressants, parce qu'effectivement, il y a encore très peu d'études là-dessus ou de réflexion, mais qui semble se constituer autour de tout ce qu'il y a eu, par exemple, sur les Fab Labs. Bon, ça, c'est un exemple. Donc, c'était plus sur des activités plutôt liées disons, aux nouvelles technologies, mais autour de ces expériences Fab Labs, on a vu se mutualiser des ateliers de menuisier, de menuiserie, de métal, etc. Et donc, une recherche quand même de retrouver ce type d'activité dans les villes. Et je me demandais si c'était pas une spécificité française, justement, que ces activités-là soient obligatoirement exclues, disons, des villes. Très bien. Merci beaucoup. Je vous demande d'être le plus court possible chacun, hein, parce que je passe la parole à Sylvain Rotillon, puis Jean-Paul Dardet, et puis ensuite Arnaud Trollet fera un petit point de réaction sur ces interventions et enchaînera sur la partie proposition. Sylvain Rotillon.
Oui, merci Géraud. Oui, alors j'avais échangé avec Jean-Yves autour de la note, donc j'ai déjà pu dire des choses. J'ai pas eu le temps de la lire par contre, mais là, ce qui m'interpellait, c'était la question par rapport à ces activités, est-ce qu'on est vraiment au-delà d'une logique de niche? Je prends l'exemple des AMAP qui ont été étudiés par Étienne Maclouf, hein, qui est professeur à La Rochelle maintenant, qui montrait que les AMAP, c'est super intéressant, c'est tout ce qu'on veut, mais en termes de changement de modèle agricole, ça sert à rien. Et la meilleure preuve que ça servait pas à grand chose, c'est que jamais on a entendu la FNSEA contester le positionnement des AMAP. Donc, à partir du moment où la FNSEA ne tape pas sur les AMAP, c'est que c'est pas très dangereux par rapport au modèle. Et là, est-ce qu'on n'est pas un peu dans un effet de loupe où on se dit, c'est super intéressant pour toutes les personnes qui participent. Je pense que là, il y a un effet qui est globalement positif pour tout le monde, pour tous les participants. Mais au-delà de cet apport individuel qui permet de retrouver du sens pour ceux qui participent et du sens de l'achat aussi pour des consommateurs, est-ce qu'on reste pas quand même dans des logiques malgré tout de consommateurs, dans des logiques purement commerciales et est-ce qu'on a vraiment un effet qui permet de repenser un modèle? Alors, c'est ambitieux hein, comme question. Mais non, mais c'est une question très utile. Merci bien. Jean-Paul Dardet. Il est là. Oui, je suis là. Désolé, je n'avais pas mis le micro. Oui, merci à tous. Juste peut-être pour rebondir sur la dernière intervention, dire que ce néo-artisanat écologique tel qu'on a pu l'appréhender au travers de la note, n'a pas vocation, alors représente effectivement un chiffre sans doute peu important. Pierre-Michel Manger, qui est sociologue, disait probablement guère plus de 1% du secteur de l'artisanat, ça c'est une chose, et surtout qui n'a pas vocation à remplacer les métiers traditionnels de l'artisanat. On comparait ou on opposait, en tout cas on posait côte à côte ce sujet-là, ni du commerce de proximité. Il représente simplement ce qu'on pourrait appeler en termes d'économie un effet de longue traîne, hein, au sens de Chris Anderson, sur le fait de se trouver à côté avec un nombre de métiers, d'activités qui représentent un faible nombre de mises en œuvre, un chiffre cumulé qui est, y compris revenu d'ailleurs, qui est très faible, mais qui collectivement, c'est ça qui est intéressant en termes non pas uniquement de projets professionnels, mais aussi de projets de vie, et comme je l'écrivais tout à l'heure dans les commentaires, avec une logique d'écosystème par rapport au territoire, peut effectivement représenter une part importante à venir dans cette économie des territoires. Voilà, j'arrête là mon intervention. Merci beaucoup. Alors Arnaud, une ou deux réactions en 2 minutes, et puis tu présentes les propositions en 3 minutes, ce qui fait 5 au total. Voilà. Oui. Oui, donc deux, trois réactions. Sur l'urbain, alors notre vocation n'a pas été d'être spécifiquement rural, hein. D'ailleurs, il y a des tas d'exemples de métiers que vous avez dans la note qui sont exercés en milieu urbain, mais ça rejoint une des propositions sur l'accompagnement, puisqu'on a rencontré à Bruxelles, justement, madame, le groupe One, qui, lui, a mis en place, avec de l'argent public, de l'accompagnement pour des porteurs de projets sur des métiers écologiques, hein, avec des fortes valeurs ajoutées écologiques en milieu urbain, et ça marche. Donc, il faut se poser la question, pourquoi ça n'existe pas en France? Et je pense que la question de l'accompagnement est une des réponses. Donc, effectivement, nous, on n'a pas les clés, mais on met dans la proposition de dire, bah oui, il faut travailler sur l'accompagnement. Peut-être différemment que ce qui est fait aujourd'hui par les acteurs actuels. Deuxième remarque sur les niches. Alors, oui, bien sûr, aujourd'hui, ce sont des niches, enfin, en tout cas, mises ensemble, ça fait du nombre, mais il y a deux éléments de réflexion. D'abord, où est-ce qu'on veut aller? C'est quoi le projet de société? Et, enfin, moi, alors là, je parle à mon nom, mais personnellement, je pense que il faut se donner des objectifs au niveau sociétaux, et on sait qu'on est suivi par plein de monde. Enfin, moi, je le vois dans mon métier. Donc, si plein de gens veulent aller vers ces métiers-là et qu'on peut montrer qu'avec des conditions qui sont meilleures qu'aujourd'hui, on peut vivre correctement de ces métiers, bah allons-y. Et puis demain, ce ne sera plus une niche, ce sera de vrai secteur d'activité. Donc, c'est ça notre enjeu, c'est de dire quelles sont les conditions qu'on doit mettre en place. Alors nous, on en a mis quelques-unes qui sont peu coûteuses, voilà, on n'a pas les clés de tout. On n'a pas travaillé sur l'investissement public, par exemple, dans les propositions. Mais dire si oui, on considère que les AMAP, on l'a vu, par exemple, c'est un modèle qui fonctionne très bien dans des situations de crise comme les crises sanitaires, eh bien peut-être que ça vaut le coup, pas forcément que les AMAP, mais en tout cas ce modèle-là, ça vaut le coup de lui donner une impulsion pour qu'il soit non plus une niche, mais quelque chose du quotidien.
Et dans les propositions, on va y revenir, on a dit il faut peut-être communiquer sur ce qui existe en fait en matière de circuits courts, en tout cas d'activités locales. Voilà, sur 2 réactions, il y en aurait plein d'autres, mais je crois qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc je ne voudrais pas non plus trop monopoliser la parole sur mes réactions et laisser la place à des questions. Je pense qu'aussi, il y a des porteurs de projets qui sont là, au-delà de Mélanie, dans le public, et n'hésitez pas à demander la parole, ou en tout cas faire une réflexion sur les propos qui sont tenus par les uns et les autres. Sur le haut de gamme, juste une dernière chose, moi je vis chaque jour, alors c'est peut-être une vision un peu parisienne de voir le haut de gamme, parce que c'est vrai qu'on a dans le réseau, par exemple, Savoir-faire Découverte, quelqu'un qui fait des chaussures à 1 000 €, un artisan reconverti, oui, il fait des chaussures à 1 000 €, ça existe. Mais on a aussi, et c'est la majorité, des gens qui font que des cosmétiques naturels, qui les vendent en local, qui vivent de leur métier et qui ne sont pas plus chers, même moins chers que les cosmétiques vendus en grande surface. Donc tout existe. Après, c'est aussi pareil, c'est qu'est-ce qu'on veut avoir demain. Et nous, on estime en tout cas qu'il y a dans le porteur de projet, les auteurs de la note, qu'il y a un espace, effectivement, pour tous ces secteurs d'activité. Et on verra, si on veut en faire autre chose qu'une niche, je pense qu'on peut collectivement en faire autre chose qu'une niche. Du coup, je passe directement aux propositions, Géraud. Merci, oui. Alors, donc 3 axes dans les propositions. Alors, nous, notre challenge, c'est ce qu'on aussi nous a demandé, c'est de faire des propositions qui soient… Je rappelle, Arnaud, je t'interromps une seconde, je rappelle la règle d'or des travaux de la Fabrique écologique, des notes, qui est respectée depuis 7 ans, et je remercie beaucoup le groupe de travail de la respecter. C'est que toutes les notes doivent déboucher sur 1, 2 ou 3 propositions concrètes, structurantes, innovantes et applicables. Voilà. Qui, mine de rien, pour un groupe de travail, n'est pas tout forcément très facile, mais le groupe présidé par Arnaud, ça a très bien sorti. Donc, on a essayé des choses, on a été sur des choses assez concrètes, en tout cas réalistes. On n'a pas forcément chiffré, vu le temps imparti et tout cela, et été chercher les sous pour ça, mais on a 3 axes de travail. Je vais commencer par le 3e, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, qui est sur la recherche d'éléments chiffrés, pour qu'on puisse mesurer les effets, notamment au niveau de transition écologique, mais aussi en termes d'emploi, de ces secteurs-là, de ces métiers-là, de ces métiers pluriels, qui sont effectivement bien souvent pas seulement je ne suis pas seulement cueilleur, planteur de plantes aromatiques, mais je vais aussi faire un autre métier qui va être, par exemple, de transformer et de vendre. Donc là, on a besoin d'éléments chiffrés qui existent peu, et ça permettra aussi, comme le disait Yuna, peut-être, enfin sûrement, de voir quels sont les points de blocage. On parlait tout à l'heure avec Yuna des fours à bois. Ben oui, les fours à bois, c'est pas évident. Il faut peut-être faire des progrès techniques sur les fours à bois pour qu'ils soient plus écologiques aujourd'hui pour les boulangers. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se servir des fours à bois. Il faut dire qu'il faut faire des progrès là-dessus, comme sur le transport, par exemple, trouver des solutions innovantes, collectives pour transporter les produits en local. Ce sera plus intéressant. Donc pour ça, il faut des chiffres, des éléments chiffrés. Donc on dit, bah oui, il faut mobiliser la recherche pour qu'on puisse avoir ces éléments-là. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième, je vais revenir, c'est les choses plus liées à la formation et l'information. Il se trouve qu'on a testé, enfin je dis on, Jean-Paul pourrait en parler largement aussi bien que moi, Jean-Paul Dardet, là, qui est intervenu il y a quelques minutes, du groupe de travail sur une initiative qui s'appelle les gestes partagés en 2015 et 2017, qui consistait à entraîner le public, à lui proposer de venir partager 2 heures de son week-end dans un atelier artisanal chez un artisan engagé dans des pratiques écologiques. Et donc, ça lui permettrait au public de venir concrètement se rendre compte que ces métiers-là existaient. Et puis aussi à certains de se dire, tiens, finalement, je comprends la qualité du produit. Et à d'autres, une minorité, de se dire, tiens, ce métier-là dont je rêve depuis toujours, je vais faire un pas supplémentaire demain pour aller me former sur ce métier. Donc, c'est une sorte de lieu d'information par la pratique qui donnait des excellents résultats en termes de retour, tels qu'on a pu les analyser ensuite. On se disait que ça pouvait être une proposition intéressante en termes de diffusion, de faire connaître cet univers-là à un public plus large. Deuxième proposition, enfin, dans la même proposition autour de l'information, on a imaginé ce qu'on appelle un guide de questionnement. Alors, c'est quoi un guide de questionnement? C'est de dire, c'est un sort de filtre, comme l'ont évoqué 2 ou 3 intervenants tout à l'heure, c'est de dire, bah oui, mon projet, est-ce qu'il entraîne vraiment vers la transition écologique? Et donc, le filtre du transport, par exemple, de la marchandise, s'il y a besoin de transporter, d'où vient la marchandise, c'est un filtre intéressant parce qu'il permet peut-être de resserrer le maillon territorial, ou sur la zone de chalandise, effectivement, on dit peut-être d'aller porter des produits à 500 km alors que je peux avoir une clientèle à 30 km, vaut mieux choisir la clientèle à 30 km ou à 3 km. Donc, ce guide de questionnement, il est à construire, mais c'est une proposition.
Et ensuite, un troisième élément, toujours dans la sphère de l'information, qui était sur un MOOC, enfin c'est un ouvrage en l'occurrence, hein, qui permettait d'aller montrer à quoi ressemblait ce secteur, hein, qui est multiforme, mais tous ces acteurs mis ensemble représentent bien une genre de modèle de fonctionnement, en tout cas de la société, qui est un peu différent de celui d'aujourd'hui, et de montrer que celui-là, il existe et qu'il est pluriel et il est nombreux aussi déjà. Voilà sur la première univers de proposition. Enfin, le deuxième plutôt, parce que j'ai parlé de la recherche en premier. Et puis, le dernier, troisième et le dernier, concerne ce qu'on appelait, titré le néo-compagnonnage. Alors, c'est le principe, en fait, de dire, voilà, comme tous ces acteurs sont isolés, et souvent, effectivement, ce sont des projets individuels, il y a besoin parce que nous, c'est ça notre sujet, hein, c'est dire qu'est-ce qu'on fait pour favoriser tout ça, hein, peu importe que ce soit une niche, c'est dire qu'est-ce qu'on fait pour favoriser si on a envie de le favoriser. Et donc, un peu sur le modèle peut-être de ce qu'on trouve dans le compagnonnage classique ou dans les grandes entreprises parfois, en termes de compétences, c'est se dire, on a des acteurs qui sont relativement isolés sur le terrain, qui montent des projets, et donc mettons en réseau et permettons à ces porteurs de projets de retrouver un compagnonnage professionnel pour du service en l'occurrence, alors ça peut prendre plusieurs formes, hein, du conseil, ça peut prendre la forme de formation, ça peut prendre la forme d'immersion dans ces métiers-là, pour faciliter et aussi pour concrétiser le fait que les modèles économiques et organisationnels de ces univers-là ne sont pas les mêmes que ceux que l'on a dans les écoles aujourd'hui. Et donc, il y a sur le terrain des centaines, des milliers de professionnels qui se sont déjà lancés dans cet univers dont on parle dans la note et qui peuvent servir de modèle pour ceux qui voudraient s'y lancer demain. Merci beaucoup. Alors, je voudrais demander d'abord à Mélanie Polo, en 1 ou 2 minutes, les difficultés qu'elle a eues pour faire son changement de vie, si j'ai bien compris, quand même en partie. Alors, il a été multiple, hein. Je précise que déjà, nous sommes 2 dans la structure, donc nous sommes 2 associés. La question a été premièrement économique, c'est-à-dire que nous avions nos idées, nous savions là où nous voulions aller. Après, de là, les mettre en place pour que le projet soit viable, voilà, ça nous avons mis 3 ans à le créer. La machinerie, effectivement, vous parliez tout à l'heure de trouver des machines qui étaient responsablement écologiques. Dans notre métier, ce sont des choses que nous ne trouvons pas. Nous avons un métier, alors je ne sais pas si on peut utiliser à nouveau le mot de niche, mais des métiers qui sont pas répandus et avec un besoin machinerie qui ne se fait pas de façon locale. Donc, soit on trouve des solutions diverses et variées, soit on rachète des machines qui ont déjà été utilisées. Voilà, c'est ce que nous avons fait en tout cas de notre côté. Et après, au niveau des sourcing produits, de toute façon, nous étions déjà dans la démarche d'utiliser non pas ce que nous voulions, mais de ce que on pouvait nous proposer, ne serait-ce qu'en termes, par exemple, de maraîchage. Donc, nous n'avons pas forcément eu les mêmes difficultés sur ce point-là. Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à Christina Lopez, puis Martine Frétier, puis Laurence Durdux, avant de repasser la parole à nos 2 grands témoins. Je vous demande vraiment à chacun de se limiter à une intervention d'1 minute, 1 minute 30. Hein. Merci. Donc, Christina Lopez. Ah, pardon, c'était juste un commentaire que j'ai fait effectivement. Oui, mais intéressant, un commentaire intéressant. Donc non, parce que j'entendais parler de secteur d'activité et à vous entendre, je me disais que, enfin, je suis économiste de formation et quand on parle de secteur d'activité, on parle d'une forme de spécialité industrielle et c'est vrai que plus je vous entends parler d'artisanat, plus j'ai l'impression qu'en fait on parle d'une façon d'entreprendre plutôt que d'un secteur d'activité à part entière. Voilà, c'est juste un commentaire, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci. Martine Frétier. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle souhaite intervenir? Non? Si? Oui, je ne sais pas pourquoi. Je démarre juste la réunion et je n'ai pas... je découvre votre univers et votre travail. Donc, très bien. Voilà, je faisais juste une réflexion par rapport au cours à bois. Il existe d'autres solutions dans d'autres pays.
et qu'on peut s'inspirer aussi de ce qui se fait ailleurs, justement, pour progresser. Merci. Laurence Durduc sur le Oui, bonjour. tourisme de savoir-faire. Oui, je viens d'avoir une interruption pendant 5 minutes de ma connexion. Bon. Le tourisme savoir-faire, effectivement, c'est quelque chose de plus en plus. Alors, au départ, il y avait des visites d'entreprise classiques. Souvent, les commerces avaient initié ces dispositifs. Et maintenant, il y a des structures associatives qui se lancent sur les visites de savoir-faire un peu plus artisanaux. Je pourrais retrouver une ou deux références et les mettre en commentaire pour que tout le monde en profite. Ça serait très bien, merci beaucoup. Alors, Jean-Laurent Casselli, sur les propositions, quelques réflexions? Oui, alors, sur les propositions, pardon. Non, en fait, moi, je connais mal en fait cet aspect des dispositifs. Il y a un paradoxe, c'est que les gens en reconversion choisis sont des gens, souvent, quand ils arrivent dans les innombrables guichets administratifs, ils sont super forts pour naviguer dans le maquis en fait, des aides. Et souvent, on leur dit, en fait, vous êtes trop fort. Déjà, vous avez des diplômes d'études supérieures, donc vous n'êtes pas une priorité. Débarrassez-moi le plancher et débrouillez-vous. Et c'est vrai que très, très souvent, c'est des gens dont je pense que les gens qui gèrent ces projets n'ont pas forcément l'habitude de voir des profils qui en fait sont pas vraiment en difficulté économique, en fait sont plus dans des reconversions aspirationnelles et de réalisation de soi. Et donc je pense que c'est des gens qui poussent de toute manière leur projet et qui savent arriver à leur fin. Moi je l'ai vu, si je reprends l'exemple de la restauration, parce que c'est celui que j'avais beaucoup étudié, il y a des logiques de réseau qui se sont, ou alors d'ailleurs aussi chez les petits entrepreneurs dont je parlais du textile, il y a des réseaux qui se sont mis en place. C'est des réseaux qui sont à la fois générationnels, socio-professionnels, c'est des gens qui soit ont fait les mêmes écoles, soit se connaissent d'Instagram ou je ne sais quoi. Et du coup, on voit, moi je trouve que c'est un des aspects de la question que je trouve intéressant, on voit émerger des sortes de petites grappes en fait d'entrepreneurs qui ne sont pas forcément dans le même secteur. Vous pouvez avoir des fleuristes qui répondent à des restaurateurs ou à des artisans du meuble, et en fait ils vont faire des partenariats, des associations, ils vont s'invectiver les uns les autres sur les réseaux sociaux pour que les différentes bases de fans en fait aient connaissance des projets. Et voilà, il va y avoir vraiment une imbrication de ces différents petits entrepreneurs. Et j'ai pas du tout répondu à votre question, mais j'en ai profité pour vous dire ce que je pensais d'un autre aspect de la question. C'est pas grave. Yuna Chifolo, quelques réflexions sur les propositions ou sur le débat qui vient d'avoir lieu d'ailleurs, parce que j'ai vu que vous étiez intervenu. Ces propositions, moi je les valide en général, je trouve qu'elles sont intéressantes et qu'elles vont dans le bon sens, à quelques nuances près peut-être, mais en tout cas, cette idée de mobiliser la recherche, oui, et plus vous la mobiliserez, plus elle se mobilisera. Hein, c'est aussi que la recherche, elle bouge aussi parce que vous avez envie qu'elle le fasse. Donc, on a besoin d'éléments chiffrés, oui, alors il y en a quand même, hein, donc ça vaut le coup quand même qu'on rééchange un peu plus précisément. Mais au-delà d'éléments chiffrés, c'est important de savoir les processus que ça enclenche, les processus territoriaux, les apprentissages, la reconnexion. Voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont intéressantes pour ensuite avoir des argumentaires un peu plus fournis. On a aussi mis en place, par exemple, ce qui s'appelle l'effet multiplicateur de l'achat local. Et d'ailleurs, on s'est inspiré du réseau BAL, qui est un réseau d'entreprises très ancré dans le local en Amérique du Nord, dans cette perspective un peu made in local. Et voilà, c'est aussi un nouveau type d'indicateur pour chiffrer ce qu'on fait et les effets que ça a. Et là, on voit au niveau de cet effet multiplicateur de l'achat local que la valeur, elle reste. Non seulement, vos artisans, ils achètent localement, ils revendent localement, les gens qui redépensent localement, bref. Et ça, on peut faire des calculs intéressants. Et ça, c'est très bien entendu par les collectivités et par des institutions. Après, pour ces questions d'ouverture, de transparence, j'ai vu un moment justement par contre, la perspective de blockchain, bof, notamment si on pense que derrière, ce n'est pas vraiment de sobriété énergétique,
et un risque de perte de contrôle quand même. Par contre, tout le monde attend de la transparence. Et cette ouverture au public, mais aller plus loin sur organiser la transparence autour de ces métiers, je pense que c'est vraiment intéressant. Et puis après, le guide de questionnement, je vous invite aussi à regarder. On a fait un groupe de travail dans le cadre, parce que finalement, ce que vous portez, c'est très proche quand même du monde du secteur de l'économie sociale et solidaire. Tu as pas mal réfléchi à cette idée d'évaluation alternative avec des nouveaux indicateurs de richesse et tout ça. Mais on a travaillé justement sur un groupe. On a fait un guide d'auto-évaluation des circuits courts économiques et solidaires. Ce n'était pas que sur l'alimentaire, c'était aussi sur l'énergie, l'habitat, le bois, enfin tout ça. Avec justement, les gens se positionnent dans une trajectoire avec un certain nombre de pratiques ou avec une progression possible, dans une démarche de progrès. Et ça a pas mal servi, ça sert encore, ça peut être adapté. Enfin, je pense que dans cette ligne-là, il y a pas mal de choses qui peuvent être échangées. Voilà. Et puis le compagnonnage, en effet, le compagnonnage, justement, il marche très bien déjà au niveau des AMAP, où c'est un parrain, un amapien, un producteur en AMAP qu'on conseille un autre. Et développer ce type de choses paraît intéressante, mais aussi sans doute à croiser, c'est-à-dire que vos artisans, ils vont être parfois un peu coincés dans le lien au producteur. C'est imaginer aussi tout de suite des rencontres multi-acteurs avec les consommateurs, avec les producteurs, pour pouvoir tout de suite être sur éventuellement des formations croisées. Ça ne se fait pas beaucoup et on voit que c'est intéressant, par exemple, quand des néo-bouchers rencontrent des producteurs aussi pour construire des choses ensemble, ce qui rejoint la question insuffisamment mise en avant dans les propositions, je trouve, des collectifs différents, avec sans doute des propositions plus concrètes à faire. Et un dernier point, c'est sur la question des statuts. Je pense que tant qu'il y a une faible reconnaissance, il faudrait peut-être imaginer ou envisager un statut spécifique, en tout cas pour les premières années. Et en tout cas, réfléchir bien à cette question de statut, y compris pour faire passer des propositions autour de ça. Merci. Si le guide dont vous avez parlé, je ne sais pas si le groupe de travail l'a eu, mais si vous pouvez nous le transmettre, ça serait très bien. Je pense que c'est un élément, peut-être qu'Arnaud l'a déjà eu, ou qu'ils l'ont déjà eu, mais en tout cas, c'est un élément important. Alors, Laura Vanuet sur le microfactory.be. Un mot, peut-être, si tu es là. Oui, c'est une expérience très intéressante à laquelle d'ailleurs je participe depuis quelques années. Alors, il s'agit de plusieurs artisans qui se sont regroupés, qui ont eu la possibilité de s'installer dans un lieu qui s'appelle Rosica et qui est en fait une structure qui a été cofinancée par une enveloppe FEDER, donc qui a permis d'avoir des prix, un loyer et des prix au mètre carré défiant toute concurrence, donc et c'était la condition sine qua non pour l'installation de ces artisans. Donc, il s'agit aujourd'hui, il y a plus ou moins 150 personnes, artisans, membres de cette microfactory qui fonctionne sur la base d'abonnement. Selon le statut donc de l'artisan, qu'il peut être hobbyiste, comme ils disent, c'est-à-dire quelques heures par semaine. Il peut venir dans l'atelier et sont mises à disposition des machines, donc en menuiserie, en métal, en sérigraphie, bientôt en céramique et en textile, enfin métier à tisser textile. Et donc, ces machines sont partagées. Les réparations des machines sont prises en charge par ce système d'abonnement, donc qui couvre en partie la réparation et la maintenance des machines. Et donc cette expérience existe, enfin ce projet existe déjà depuis 3 ans et attire toujours plus de membres. Et aujourd'hui, ils sont dans l'impossibilité d'accueillir de nouveaux membres parce que ils sont sur 750 mètres carrés d'ateliers au bord du canal, donc
au centre-ville de Bruxelles. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est pas voilà, c'est au centre-ville. Ce sont tous des gens qui habitent dans les quartiers, enfin qui sont des Bruxellois qui habitent à Bruxelles et donc qui paient entre 60 euros, entre 60 euros et 150 euros par mois pour leur abonnement et qui ont donc accès à ces ateliers qui peuvent travailler nuit et jour, inclus le week-end. Enfin bref, c'est une expérience et donc voilà. Et je pense que le fait que Bruxelles, enfin la région bruxelloise ait mis en place il y a quelques années une politique visant à la relocalisation de la petite industrie dans le centre-ville, ça a été en fait ça a ouvert cette possibilité sans laquelle je pense qu'on n'aurait pas pu s'installer là en plein centre-ville de Bruxelles. Merci. Alors, Jean-Paul Dardet sur l'ADEFPAT et les méthodologies alternatives. Je pense qu'il peut être intéressant peut-être qu'on en dise un mot. Oui, juste pour… oui, je m'entendais, le micro fonctionne. Très brièvement, pour rebondir sur les interventions qui ont été faites et pour vous répondre, Géraud, je pense que l'articulation essentielle, elle tient sur cette question de l'intégration dans l'environnement territorial contre nos artisans, ces artisans qu'on a pu rencontrer des buts, c'est-à-dire qu'il y a une logique de cœur de métier. Et le cœur de métier, là, à mon avis, pour pouvoir l'appréhender, et quand on n'est pas sur de la formation classique, on va dire, le compagnonnage, on l'a dit, peut être une solution avec le réseau existant, savoir-faire ENCO, et qui est un réseau d'artisans, d'éco-artisans, peut effectivement constituer cette base-là. On est vraiment dans cette logique. Ensuite, effectivement, sur les savoirs connexes, sur les questions de finance, de comptabilité, de marketing, de vente en circuit court, etc. Le mécénat de compétences peut être quelque chose de transmis, enfin, applicable aussi à ce secteur-là. On est dans le deuxième cercle, on va dire, pour pouvoir étoffer cette formation ou ce portage des projets. Et puis, et je réponds à ta question, Géraud, sur le troisième cercle, qui est le groupe d'appui et de co-construction, vraiment, avec les acteurs locaux. Yuna tout à l'heure parlait effectivement de pouvoir s'appuyer sur, bien sûr, les autres artisans avec qui on va être dans l'écosystème économique, que ce soit le boucher ou les consommateurs, mais aussi le maire local quand on s'installe, parce qu'il faut une bonne compréhension des acteurs publics sur ce qu'on va faire. Et on voit aujourd'hui, Jean-Laurent Casselli le disait tout à l'heure, qu'on a affaire aussi à des gens qui, pour beaucoup, ont un bagage culturel, social, etc. Et donc, pour pouvoir effectivement changer l'image, on n'est pas avec des hippies qui s'installent dans nos campagnes, on n'est plus du tout dans cette image-là. Mais il faut pouvoir effectivement passer ce barrage parfois culturel ou cette projection que peuvent se faire certains élus. Donc, effectivement, il y a cette articulation, à mon avis, extrêmement étroite entre un compagnonnage chez des éco-artisans déjà installés, du mécénat de compétences sur des savoirs connexes, et puis un groupe d'appui au projet, comme le fait l'ADEFPAT, par exemple, en Occitanie, qu'on a rencontré là-dessus. Et je conclus juste sur trois choses, très rapidement. Le statut, Yuna Chipolo l'a dit, peut-être effectivement faut-il un statut. La question des normes également, puisque quand on rencontre par exemple des gens qui sont dans l'herboristerie, ils se heurtent à des difficultés en termes de normes. Aujourd'hui, les choses sont faites pour l'industrie, elles ne sont pas faites pour le petit artisan qui a ces difficultés-là. Donc peut-être effectivement un point dur à surmonter là ou à travailler, ça peut faire partie des préconisations en espérant que les pouvoirs publics se saisissent de cette note. Et puis, et là on rejoint une réflexion économique, par exemple de Sophie Swatton, sur un revenu minimum d'amorçage quand on se lance dans des métiers écologiques. Pourquoi effectivement ne pas aller vers ça pour permettre l'amorçage? Aujourd'hui, on a un certain nombre d'artisans, quand on les interroge, quand on les a interviewés, qui nous disent moi je suis resté 8 ans, 7 ans, 9 ans au RSA, le temps de me lancer l'économie du projet et de pouvoir en vivre. Voilà, donc effectivement, là, les cercles concentriques en matière d'accompagnement parfois un peu différents de ce qu'on peut croiser
auprès des consulaires ou des institutionnels. Et puis, cette question statut, normes, revenu d'amorçage qui me paraît importante. Merci. Que je comprenne bien sur le revenu d'amorçage, l'idée, ce serait qu'il y a déjà des aides pour la création d'entreprises, y compris de l'assurance chômage. Ce serait donc de donner un plus à quelqu'un qui créerait un artisanat, une activité d'artisanat écolo. C'est ça? Alors, un plus, ou en tout cas un départ. On n'est pas dans la logique du revenu universel. On est dans quelque chose qui est plus ciblé pour permettre effectivement le portage du projet. Et surtout, on revient à la logique territoriale très en lien avec cette intégration dans le territoire. Quand je parlais tout à l'heure, enfin quand j'écrivais tout à l'heure que ça rejoint la notion de biorégion de Cap-Marseille, on est vraiment dans cette logique-là de préservation des ressources. Je vous donne juste un exemple et je finis là-dessus. À 2 pas d'ici, dans la vallée de la Jonte, au bout du magnifique vallée de la Jonte, il y a une source qui aujourd'hui est utilisée par une microbrasserie, des gens qui font une grande qualité. S'ils n'étaient pas là, s'ils n'utilisaient pas cette ressource, sans doute cette ressource serait-elle polluée, inutilisée, etc. Donc effectivement, on est dans cet équilibre, dans cet écosystème équilibré qui peut valoir le coup de bénéficier d'un revenu d'amorçage minimum et un revenu d'amorçage écologique surtout. Anne-Sophie Dodon, peut-être sur l'offre à l'installation de métiers artisanaux dans la PNR du PILA. Elle nous transmet un lien, peut-être qu'elle peut nous en dire un mot, si elle le souhaite. Oui, bonjour. Ça concerne en fait une initiative qui est portée notamment par le parc naturel régional du Pilat et en coopération avec une association locale et qui vise en fait à restaurer l'économie autour de la mode, autour des accessoires, autour du textile et à les réhabiliter dans d'anciens moulinages. Donc à recréer un pôle d'excellence autour du textile dans cette vallée du Pilat. Donc il y a la dimension réhabilitation patrimoniale de plusieurs usines, de plusieurs moulinages. Il y a l'installation du coup de ces artisans qui contribuent énormément à la richesse de ce que peut redevenir cette vallée sur le plan des impacts indirects sur l'emploi, la consommation. Et l'accès plus largement à l'artisanat vu comme une forme de culture. Et donc, il y a cet appel à candidats qui a été lancé il y a quelques mois maintenant, dans 600 mètres carrés de locaux qui sont en train d'être réhabilités. Merci. Alors, Arnaud, quelques réactions par rapport à tout ça, sachant qu'il nous reste quelques minutes. Donc, ceux qui veulent intervenir, il faut qu'ils me disent sur la messagerie dans les 2-3 minutes qui viennent. Je leur donnerai la parole après et on conclura. Arnaud, quelques réactions sur ces… Alors, une réaction sur… en fait, on s'intéresse à tous et pas seulement à ceux qui ont les moyens de s'installer. Ça, c'est un message important. Et justement, dans les propositions, Jean-Paul parlait du revenu de démarrage, là, ou enfin, en tout cas des accompagnements spécifiques, c'est bien l'idée, c'est bien de dire, effectivement, il y en a qui savent se débrouiller tout seuls, créer leur système territorial un peu presque tout seul parfois, ou qui sont moteurs en fait, puis il y en a d'autres qui ont moins de capacité à ça, et il faut s'intéresser à ces gens qui sont en capacité à créer. On est tous créateurs d'activités, potentiellement créateurs d'activités, et donc oui, ces propositions-là, ou celles que vous avez faites, ou les prochaines que vous ferez dans la construction de la co-construction de la note, elles s'intéressent à tous. Voilà. Le deuxième chose, c'est que oui, alors les ateliers dont vous partagez, dont vous faisiez vous faisiez mention à Bruxelles, bon, merci pour ces témoignages. Je pense que je suis sûr que dans la centaine de participants, il y en a qui ont d'autres exemples, et ces ateliers partagés qu'on peut aussi rapprocher parfois des tiers-lieux sont bien dans la mouvance aujourd'hui, et sont bien dans les starting blocks, dans les territoires qui veulent se développer autour de ces métiers-là. Je crois que ça commence à être une idée partagée. Pour le coup, par contre, alors, mention quand même importante, c'est que nous, ce qu'on dit dans cette note et sur ce travail, c'est de dire, attention, on revient sur une remarque du début, tout l'artisanat n'est pas de l'artisanat qui va contribuer à la transition écologique. Donc aujourd'hui, il y a un céramiste qui va importer sa terre
d'Allemagne avec un four électrique, je trouve ça, même s'il est installé et qui fait vivre des gens sur son territoire, il y a quand même des choses qui sont un peu limites en matière de transition écologique. Mais bon, donc du coup, ce filtre-là, le guide de questionnement, enfin, ou le guide de questionnement ou d'autres outils peuvent permettre, avec de l'information, de se dire, ben, nous, si on veut aller vers cette société différente, ben oui, il y a peut-être de l'artisanat privilégié, en tout cas, et ça correspond à vraiment une attente de nous, ce que l'on voit arriver sur nos formations, c'est-à-dire des gens qui veulent s'investir dans des métiers qui ont du sens et du sens au niveau écologique. Troisième remarque sur l'écosystème local, je crois que Jean-Paul en a parlé très très bien, donc je ne veux pas refaire le film, mais on est vraiment un des facteurs de développement de cette économie-là, c'est vraiment l'écosystème local. Hein. Un acteur tout seul, il ne peut pas à lui tout seul résoudre les questions, par contre il a besoin de l'ensemble des acteurs du territoire, qu'ils soient des élus, son voisin qui va faire un emballage, ou la MAP qui va lui permettre de vendre ses produits, ou etc., etc. Donc tout ça, ça demande à être mis en musique. Et donc il y a des exemples, il y en a 2-3 qui sont cités dans la note, il y en a plein d'autres, hein, donc n'hésitez pas à nourrir avec ces exemples, mais c'est vraiment une des clés du développement de ce néo-artisanat. Merci. Alors, 3 dernières interventions très courtes. Jean-Yves Pinault, Émilien Bournigal et Anne Laplume. Et puis, je dirai un mot de conclusion. Donc, Jean-Yves Pinault. Bonjour, merci. Donc, j'ai fait partie de ce groupe sous l'heureuse présidence d'Arnaud. Donc, je suis directeur des Localos, ex-directeur du collectif Ville-Campagne. C'est une association, les Localos, c'est une association nationale. On essaie de travailler ces questions de transition à partir de culture, évidemment économie, politique d'accueil et d'attractivité, bref. Alors, simplement, les Localos, c'est un travail au niveau des territoires de vie, au niveau des territoires de proximité, mais on a l'ambition quand même, à partir de ce local relié, de faire bouger le monde. Voilà, je dis ça parce qu'on se retrouve ici, effectivement, face à ce qui peut être considéré par le langage dominant de l'économie dominante par un effet de niche, ou tout simplement par quelque chose qui peut faire levier pour bouger un petit peu nos choses, si tant est qu'on veut se donner un avenir un petit peu plus radieux. Et d'ailleurs, on est au sein de la fabrique écologique, on n'est pas au sein d'une structure qui s'appellerait l'usine écologique. Je dis ça parce qu'il me semble que on est en face là, et vous l'avez dit en tout cas, ce qu'on a en tout cas voulu travailler, ce qui nous est apparu quand on a travaillé dans ce groupe, c'est que on est face à quelque chose qui nous demande, voire qui nous ordonne, si on veut aller plus loin, à sortir de la pensée industrielle du monde, quoi. Et pour revenir peut-être à une pensée artisanale. Donc ça tombe bien. Alors c'est peut-être un peu philo, mais quand même, voire un peu filou d'ailleurs, mais quand même, il y a des enjeux là qu'il ne faudrait pas masquer, quoi. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il me semble que ces questions… alors, moi, je pense qu'il y a vraiment 3 axes là qu'on pourrait se donner de travail. Ce qu'on tente petitement et humblement de travailler avec les Localos, c'est repenser en fait ces questions d'économie, parce que quand on parle de modèle économique, on parle d'un modèle, d'une économie qui dicte ses lois et ses règles. Voilà. Et donc, tant qu'on sera sur ce modèle dominant, on aura du mal à trouver du capital, on aura du mal à trouver les moyens, en fait, de pouvoir tirer subsistance d'une autre manière qui est de valoriser à la fois les outils, les énergies et les ressources naturelles, plutôt que de les exploiter. Ça, forcément, je crois qu'il faut qu'on se le dise, ça nous donne du courage, ça nous donne de la force. Le modèle dominant dicte ses propres lois, il dicte sa propre rentabilité. Donc, essayons d'éviter de toujours trouver la même référence qui est mortifère, quoi. Deuxième axe, c'est que moi je pense, comme l'a dit Yuna, je crois, mais et comme d'autres intervenants, il y a besoin de repenser en fait les nomenclatures et repenser en fait ce que c'est que l'artisanat. L'artisanat, c'est pas forcément la représentation que d'une profession, c'est peut-être aussi, encore une fois, de refabriquer des produits qui nous sont essentiels, mais d'une autre manière, avec une autre attention, y compris une autre attention au vivant. Et puis le troisième élément qui me semble être primordial, c'est de revoir ces conditions. Alors certes les écosystèmes locaux ou territoriaux, mais plus largement pour aller sur les nouvelles représentations de ces territoires qu'on appelle les biorégions, il nous semble que repenser les circuits courts, c'est repenser en fait les relations interterritoriales et la manière de fabriquer du lien ou de repenser nos interdépendances entre des parties denses
en termes de population et des parties moins denses. C'est quelque chose d'essentiel. On tente de le faire et donc tout ça pour plaider finalement à ce qu'on pourrait appeler des expérimentations heureuses, pugnaces, tenaces, pour mettre en œuvre en fait ce qui a été dit et très bien dit, et notamment rappelé de manière synthétique par Arnaud. On essaye d'accompagner, nous, voilà, des expériences qui s'appellent envie d'air, des expériences de collectif, des expériences de, finalement, ce qu'on pourrait appeler d'aller vers des coopératives territoriales pour renommer et recréer du commun, dans lequel ce qui est considéré comme niche est à la fois un ciment, un levier et une manière de fabriquer la maison, de sortir de sa niche, et de refabriquer de l'habitat. Voilà, merci. Merci. À titre personnel, je pense que c'est une des remarques de la messagerie. Là, je pense que ce qui vient d'être dit mériterait d'apparaître peut-être davantage dans la note. Je pense que c'est des éléments importants et peut-être que ça mériterait d'être un tout petit peu plus mis en avant dans la note à titre personnel, mais c'est pas moi qui commande, c'est Arnaud et le groupe de travail. Dernières interventions, donc on en était à je suis en train de perdre là. On en était à Émilien Bournigal. L'assimilation à la démarche low-tech, c'est intéressant. En 1 minute, peut-être. Il est là? Non? Alors sinon, Anne Laplume. Dernière intervention. Oui, vous m'entendez? Très bien. Alors, je ne peux pas mettre l'image parce que le réseau est très mauvais. Donc, sinon, j'ai plus le micro. Pas de souci. Voilà, je suis désolée pour tous. Donc, moi, j'ai cette intervention-là parce qu'en fait, je suis maire de ma commune, toute petite commune rurale de l'Ariège, et on est en travail, en projet aussi avec la communauté des communes qui se bat aussi pour faire venir des petits artisans, des maraîchers, des éleveurs. Mais on est confronté à ceux qui sont déjà implantés depuis des années, voire des siècles, des grosses familles d'agriculteurs, et qui se mettent toujours en travers des chemins pour ne pas perdre un lopin de terre. Et c'est assez compliqué de travailler avec ces états d'esprit-là, mais je veux dire, c'est un travail de longue haleine et moi, je crois qu'on est sur la bonne voie et qu'il faut rester positif. Merci.